Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un paradoxe qui nous touche de près. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à la science alors même que ses théories les plus solides finissent par changer, par être remplacées? C'est une question qui va vraiment au cœur de ce que signifie savoir. Voilà, c'est ça la question centrale. Tous les jours, on s'appuie sur la science, pour notre santé, pour la technologie, pour comprendre le monde qui nous entoure, mais en même temps, l'histoire nous le montre bien, ce qui est une vérité scientifique un jour peut devenir une grosse erreur le lendemain. Alors, cette confiance qu'on lui accorde, sur quoi reposait-elle vraiment? Alors, regardons un peu les faits, parce que c'est assez parlant. L'histoire des sciences, c'est littéralement un cimetière de théories qui était autrefois dominante. Prenez le modèle de Ptolémée. Pendant plus de 1400 ans, c'était la vérité, point. Ou la théorie du phlogistique pour expliquer le feu, ça a tenu un siècle. Et les terres, même les plus grands physiciens de l'époque y croyaient dur comme fer. Aujourd'hui, toutes ces idées sont abandonnées, jetées aux oubliettes. Et ça nous amène à un argument philosophique assez percutant. Et voilà le nom du coupable, l'induction pessimiste. Le raisonnement est simple, presque brutal. Si les scientifiques les plus brillants du passé se sont plantés à maintes reprises, pourquoi est-ce que ce serait différent pour nous aujourd'hui? C'est un argument qui suggère que nos théories actuelles, même les plus solides, comme les quarks ou la matière noire, finiront probablement au même endroit, au cimetière. C'est un vrai défi pour quiconque croit au progrès de la science. Alors face à ce casse-tête, les philosophes des sciences ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont proposé plusieurs réponses, qu'on peut en gros regrouper en trois grandes familles. Trois manières complètement différentes de voir la science et la vérité. C'est parti pour le face-à-face. Bon, d'abord, on a les réalistes. Pour eux, c'est simple. La science, c'est comme une fenêtre sur le monde réel. Au début, la vitre est un peu sale, un peu floue, mais à chaque nouvelle théorie, on la nettoie un peu plus et l'image devient plus nette. Pour un réaliste, le succès incroyable de la science, ses prédictions hyper précises, les technologies qu'elles permettent, tout ça, ce serait un pur miracle si les théories ne décrivaient pas au moins un peu la réalité telle qu'elle est. Les atomes, les champs électromagnétiques, tout ça existe pour de vrai. Ensuite, on a une autre équipe, les instrumentalistes. Pour eux, une théorie scientifique, c'est comme une boîte à outils. On ne se demande pas si un marteau est vrai, on se demande s'il est efficace pour planter un clou, c'est tout. Eh bien, pour une théorie, c'est pareil. Elle n'a pas besoin d'être vraie, elle doit juste fonctionner, c'est-à-dire prédire correctement les résultats des expériences. Savoir si les électrons existent réellement, ce n'est pas la question. Ce qui compte, c'est que le concept d'électron nous permette de construire des ordinateurs qui marchent. Et enfin, il y a la position la plus radicale, le relativisme. Ici, la science est vue à travers ce que Thomas Kuhn appelait des paradigmes. C'est un peu comme si chaque époque scientifique portait des lunettes de couleurs différentes. Avec les lunettes de Newton, on voit le monde d'une certaine façon. On les enlève, on met les lunettes d'Einstein et hop, le monde a l'air complètement différent. Il n'y a pas vraiment de progression vers une vision vraie sans lunettes. Il y a juste des changements de lunettes, souvent influencés par des facteurs qui n'ont rien de scientifique. Alors mettons-les côte à côte pour que ce soit bien clair. Le réalisme y croit une vérité objective, mais il a du mal à expliquer pourquoi tant de théories ont fini à la poubelle. L'instrumentalisme, lui, règle ce problème en disant que la vérité n'est pas le but. Mais du coup, le succès incroyable de la science devient une sorte de miracle inexpliqué. Et enfin, le relativisme, en disant que la vérité dépend du contexte, prend le risque de rendre la science complètement arbitraire, une croyance comme une autre. Bref, chaque camp a ses points forts, mais aussi une grosse épine dans le quai. Alors, on est dans une impasse. D'un côté, on a envie de croire à la science, et de l'autre, on a ce fameux cimetière des théories. Mais il existe peut-être une sortie, une solution plus subtile qui essaye de réconcilier tout ça, une façon de voir les choses un peu différemment. Et voilà l'idée qui pourrait tout changer. Et si, depuis le début, on ne regardait tout simplement pas au bon endroit? Si, au lieu de s'acharner sur la nature des choses, l'éther, le phlogistique, etc., on se concentrait plutôt sur la manière dont elles interagissent, sur les relations mathématiques qui les gouvernent, autrement dit, sur leur structure. Cette citation, qui vient d'un des plus grands esprits scientifiques et philosophiques, Henri Poincaré, résume cette idée à la perfection. Le véritable héritage que la science nous transmet, de révolution en révolution, ce ne sont pas les objets qu'elle imagine, mais la structure mathématique, les équations qui décrivent les relations entre ces objets. Cette approche, ça porte un nom, le réalisme structurel, et c'est vraiment la tentative de garder le meilleur des deux mondes. D'un côté, on admet que oui, nos descriptions des choses peuvent être complètement fausses, les terres n'existent pas, ok? Mais de l'autre, on soutient que la science découvre des structures mathématiques qui, elles, sont réelles et durables. Le progrès scientifique, dans ce cas, ce n'est pas de mieux voir les choses, mais de dessiner une carte de plus en plus précise de la structure de l'univers. L'exemple historique parfait pour comprendre ça, c'est la lumière.
Au XIXe siècle, un physicien français, Fresnel, développe une théorie géniale. La lumière vibre dans une sorte de gelée invisible, l'éther. Ces équations marchent du tonnerre. Plus tard, arrive Maxwell avec une théorie totalement différente. Plus besoin d'éther, la lumière, c'est une onde électromagnétique. On a donc jeté l'éther à la poubelle. Mais, et c'est ça qui est fou, les équations de Maxwell qui décrivent la diffraction de la lumière sont les mêmes que celles de Fresnel. La description physique a changé, mais la structure mathématique, elle, a survécu au changement. Alors, cette idée se décline en deux versions, une version prudente et une version audacieuse. La version prudente, dite épistémique, dit qu'on ne peut connaître que la structure. On peut avoir le plan d'architecte de la réalité, mais on ne saura jamais en quoi sont faits les murs. La version audacieuse, dite ontique, va beaucoup plus loin. Elle affirme qu'il n'y a que le plan. La réalité, au fond, n'est pas faite de choses, elle est cette structure, ce pur réseau de relations. C'est une solution vraiment élégante, n'est-ce pas ? Mais en philosophie, une bonne idée, ce n'est jamais la fin d'histoire. C'est plutôt le début de nouvelles questions, encore plus profondes. Et le réalisme structurel n'y échappe pas. Bien sûr, il a des critiques. Certains se demandent, est-ce qu'on peut vraiment séparer une structure mathématique de ce qu'elle est censée décrire? C'est un peu comme vouloir séparer la recette de cuisine des ingrédients. D'autres posent une question presque métaphysique. Une relation, sans rien à relier, est-ce que ça a un sens? Et puis, il y a une question pratique. Ok, ça marche peut-être bien pour la physique, qui est très mathématique, mais est-ce que ça s'applique à la biologie ou à la psychologie? Le débat est loin, très loin d'être terminé. Et tout ça nous laisse avec une dernière pensée, une question assez vertigineuse. Au fond, faire confiance à la science, ce n'est peut-être pas croire qu'on a l'image finale et parfaite de la réalité. C'est peut-être plutôt faire confiance au processus, croire que de théorie en théorie, on dessine un plan de plus en plus précis des structures du monde. Mais la question demeure, ce plan, cette structure, est-ce que c'est toute la réalité ou est-ce que ça décrit un territoire dont la nature profonde nous échappera à jamais? C'est le genre de question qui pousse la science à aller toujours plus loin. Merci d'avoir suivi cette réflexion.